Située à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, la Fondation Villa d'Atrice est une fondation privée dédiée à la sculpture contemporaine créée par Daniel Marcovici et Tristan Fourtine. Depuis 2011, la Villa d'Atrice organise des expositions thématiques qui mettent à l'honneur des sculptrices et des sculpteurs de renommée nationale et internationale tout en soutenant la création émergente. Installée dans une demeure provençale du 19e siècle, prolongée par un jardin de sculpture en bord de la Sorgue, la Fondation invite le public à découvrir une sculpture accessible, vivante et souvent surprenante. En 2025, pour sa 15e exposition, la Fondation Villa d'Atrice invite à découvrir le travail de 64 artistes engagés en exposant des œuvres qui interrogent les grands enjeux contemporains. Féministes, écoféministes, défenseuses des droits humains et proclamant la liberté de disposer de leur corps, les artistes choisis investissent des luttes toujours essentielles. L'exposition met en lumière l'invisibilisation que les femmes peuvent ou ont pu subir et la persistance de leurs combats, rappelant combien il est important de préserver les droits acquis. Engagé souhaite également éveiller les consciences là où de nombreux combats restent à mener. Cette nouvelle exposition fait écho à l'exposition Sculptrice en 2013 qui marquait déjà la volonté de la Fondation de rendre hommage aux femmes artistes en poursuivant aujourd'hui cet engagement à travers le prisme de l'activisme. Johanna Vasconcelos explore avec audace les questions d'identité, de féminisme et de convention sociale. La sculpture Betty Boop représente une chaussure à talons géante réalisée à partir de 350 casseroles et couvercles en acier inoxydable. En associant l'icône glamour de la chaussure à talons et des ustensiles de cuisine, souvent associés au rôle domestique des femmes, elle questionne les stéréotypes de genre et les attentes sociales imposées aux femmes. L'art de Céline Clairon se caractérise par un principe de métamorphose où dessin et sculpture naissent du détournement et de l'assemblage d'objets divers. Elle crée des hybrides en fusionnant êtres humains, animaux et objets, brouillant les frontières entre ces éléments. Ces sculptures s'inspirent des cariatides, colonnes en forme de femmes qui soutenaient les temples dans l'Antiquité. Ici, elles ne supportent plus l'architecture d'un temple, mais des objets du quotidien. Paniers, seaux, briques, un hommage aux femmes d'Afrique ou d'Asie qui portent leur vie sur leur tête, physiquement et symboliquement. Ces produits de première nécessité induisent également des charges plus psychologiques. Maria Teresa Alves est une artiste brésilienne dont l'œuvre interroge les liens entre l'art, l'écologie et les questions sociales. Depuis 1999, elle explore l'histoire des graines arrivées en Europe via les navires coloniaux. En les cultivant, elle interroge les traces du colonialisme, de l'esclavage et du commerce sur nos territoires. Sa série, Métaplasmos, s'inspire de fruits et graines de la forêt atlantique du Brésil. Elle révèle l'histoire tragique du peuple Tupinamba, en grande partie décimé ou réduit en esclavage après l'invasion portugaise entre 1500 et 1530 et la fragilité de cette forêt, dont plus de 90% a été détruite. Nathalie Elemento explore à travers la sculpture les objets du quotidien et les espaces intérieurs en les détournant de leur fonction initiale. Son travail interroge la manière dont le mobilier influence nos postures mentales et nos capacités d'adaptation. Avec Gustave, elle crée une assise en pointillé pensée pour l'extérieur. Comme un tiret dans le paysage, elle invite à la pause et au repli. Le regard de Sylvie Demerville se porte particulièrement sur l'eau, élément vital qui façonne les paysages. Dans le lac Tchad, elle traduit la disparition progressive des grands réseaux d'eau en une sculpture qui redonne une présence physique à ce qui s'efface. Inspirée par l'observation satellitaire des lacs et mers en déclin, elle met en lumière la fragilité de ces écosystèmes victimes de l'évaporation et des prélèvements excessifs. Autrefois surnommé le cœur de l'Afrique, le lac Tchad a perdu près de 90% de sa surface depuis le milieu du XXe siècle. Dès les années 1980, Mystique marque les rues de Paris avec ses pochoirs mêlant femmes stylisées et phrases percutantes. Inspirée par la poésie, le féminisme et la culture underground, elle bouscule les stéréotypes avec humour et ironie. Figure du street art français, son art engagé et urbain reste profondément actuel. À la Villa d'Atrice, son univers s'invite sur l'ascenseur, une manière d'élever l'art de rue tout en restant fidèle à son esprit libre et contestataire. Avec sa série Portrait grandeur nature, débutée en 2007, Agnès Turnauer interroge la représentation des femmes dans l'histoire de l'art en féminisant des noms d'artistes masculins. Ses œuvres en résine et époxy, comme Marcel Duchamp et Annie Warhol,
réécrivent symboliquement la place des femmes dans un monde artistique dominé par les hommes. Ces badges revendicateurs soulignent leur absence dans l'histoire de l'art et l'injustice historique. Sylvie Fleury revisite les œuvres d'artistes masculins du XXe siècle comme Piet Mondrian en recouvrant ses compositions abstraites de fausses fourrures. Avec humour, elle insère des éléments considérés comme féminins dans des icônes du modernisme masculin, remettant en question la hiérarchisation genrée et dénonçant l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art. Dans cette salle qui introduit l'exposition, 2 artistes sont présentés, l'une historique et l'autre contemporaine. Toutes les deux incarnent des figures fortes de l'art engagé et sociétal. De ses débuts en Pologne à sa renommée internationale en 1990, Magdalena Abakanowicz a développé une œuvre singulière marquée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Pionnière de la sculpture textile, elle crée dès 1961 des formes monumentales en fibres naturelles, notamment en sisal, libérant un geste longtemps contraint par l'académisme et renouvelant en profondeur l'art du tissage. Kubra Rademi, artiste performeuse et féministe afghane, présente l'armure métallique qu'elle a portée lors de sa performance Armor en 2015 à Kaboul. Cette sculpture incarne une réflexion puissante sur la résistance et la répression du corps féminin dans un contexte patriarcal. L'armure, qui accentue les formes dites féminines, symbolise à la fois la protection et l'oppression, soulignant le poids des contraintes sociales imposées aux femmes et questionnant la violence physique et symbolique qu'elles subissent. La performance, qui a duré environ 8 minutes, a été interrompue par des réactions hostiles, ce qui a poussé l'artiste, menacé de mort, à fuir son pays. À travers cette œuvre, elle dénonce la sexualisation du corps féminin et les violences de genre, tout en revendiquant la liberté des corps. Souvent perçue comme un lieu de refuge, la maison est un espace traditionnellement associé au féminin. Mais pour beaucoup de femmes, elle devient un lieu d'enfermement où s'imposent des rôles de ménagère et de domestique. Les artistes questionnent ces stéréotypes et déconstruisent les fonctions assignées aux femmes dans la sphère domestique. Raymond Darcier, employé de bureau et autodidacte, s'engage dès les années 1970 dans le mouvement féministe. À travers son art, elle détourne avec humour des techniques traditionnellement associées aux femmes, comme le tricot et le crochet. Ces créations monumentales, souvent longues à réaliser, mettent en lumière l'invisibilité des tâches domestiques et dénoncent l'enfermement social des femmes. En transformant des objets utilitaires comme les éponges métalliques et les sacs de course en œuvres d'art, elle rend hommage aux femmes tout en tentant de les libérer de ces tâches ménagères. Marie Sibandé est une artiste sud-africaine dont le travail mêle sculpture, peinture et installation pour interroger l'identité post-coloniale et dénoncer les stéréotypes liés aux femmes noires. Son œuvre tourne autour de Sophie, un personnage qu'elle considère comme son alter ego, moulé sur son propre corps, incarnant l'archétype de la domestique noire sous l'apartheid. La bourgeoisie blanche avait pour habitude de renommer toute leur domestique Sophie, effaçant ainsi toute individualité. Vêtue d'une robe victorienne bleue et d'un tablier blanc, Sophie rêve d'émancipation, se réinventant en figure de pouvoir. Les yeux fermés, cette femme semble emportée dans ses rêves, songeant à d'autres possibles. À travers ce personnage, Marie Sibandé raconte la vie des femmes noires de son pays. Cette histoire aurait pu être la sienne si elle était devenue domestique, comme son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère. Chiharu Shiota est reconnue pour ses installations immersives et ses sculptures monumentales qui explorent les liens invisibles entre le corps, l'espace et l'esprit. À l'aide de fils, elle tisse des réseaux qui transforment les espaces en labyrinthes. Ses œuvres soulèvent des questions sur la fragilité de l'identité humaine et l'impact des expériences émotionnelles. Avec Inner Home, elle nous invite à pénétrer un espace profondément intime et émotionnel où les fils symbolisent les liens affectifs, les souvenirs et les blessures cachées, transformant l'intérieur en un reflet de l'âme. Billy Zangewa, brodeuse talentueuse, crée des œuvres autobiographiques qui mêlent expériences personnelles et thèmes universels. Son travail propose une réflexion politique sur l'identité, questionnant les stéréotypes de genre et les préjugés raciaux. L'artiste utilise des chutes de soie et de textiles colorés pour créer des portraits narratifs de l'amour sous toutes ses formes. Dans ses œuvres, la figure de la mère domine, forte et protectrice, illustrant un amour profond et une transmission de savoir. Que ce soit par les hommes, le monde politique ou au sein de la société, le corps des femmes a souvent été réduit à un simple objet. Tantôt vu comme objet sexuel ou simple moyen d'enfanter, celui-ci subit la domination patriarcale. À travers leurs œuvres, ici, les artistes cherchent à éveiller les consciences et à se réapproprier leur corps, affirmant avec force qu'il leur appartient pleinement. Katja Van Zippel s'inspire de la sculpture classique pour ses réalisations en silicone. Ses œuvres, qui évoquent la science-fiction et le fantastique, sont une affirmation de visibilité féminine et de provocation sexuelle. Elles prennent vie
à partir de morceaux de mannequins et de matériaux variés. Avec Gay Milk, inspiré de sa propre vie et des nouvelles maternités, l'artiste fait évoluer sa figure vers celle de la femme adulte et de la mère, réinterprétant l'image de la Madone. Son esthétique exagérée et dystopique explore l'interaction entre technologie et biologie, où le corps devient un outil, révélant la transparence de la grossesse, de l'allaitement et de la sexualité dans une ère post-humaine. Arrivée en France au début des années 1960, Nelly Alter devient l'une des pionnières de l'art vidéo féministe. Dans cette vidéo-performance, elle mêle corps, écriture et engagement féministe. Filmée en un seul plan, elle danse au rythme d'une musique tzigane et inscrit sur son ventre un texte du poète René Nelly qui célèbre la jouissance féminine et dénonce l'excision. Révoltée par la difficulté de s'affirmer comme peintre et plus particulièrement comme femme artiste dans les années 1980, Ghada Hammer abandonne la peinture pour adopter un médium à la fois artisanal et considéré comme féminin, la broderie. Elle trouve alors une façon unique de peindre sans pinceau. Sa technique fait dépasser les fils qui semblent couler sur la toile. En brodant des images inspirées de magazines pornographiques ou de tableaux classiques, elle critique le regard historiquement porté sur les femmes dans l'art et dans la société, tout en célébrant la sexualité et le plaisir féminin. Le travail de Lara Schnitger explore le rôle de l'art dans les luttes sociales et politiques. No Means No a été créé pour Suffragette City, une performance procession mêlant art et protestation. L'œuvre s'inspire des Slutwalks, des marches féministes nées au Canada en 2011, après qu'un policier ait déclaré qu'une femme agressée aurait dû mieux s'habiller. Ces manifestations dénoncent les violences sexuelles et les stéréotypes liés à l'habillement, affirmant qu'aucune tenue ne justifie une agression sexuelle. Avec No Means No, Lara Schnitger appelle à reprendre le pouvoir sur nos corps et souligne que seul un consentement clair et explicite compte. Ici, les artistes explorent la notion de liberté, un idéal souvent remis en cause. Les œuvres interrogent les tensions entre liberté individuelle et collective et les inégalités qu'elles révèlent. Avec Les Éloignés, Rachel Labastie ravive la mémoire effacée de 519 prisonnières françaises déportées en Guyane entre 1887 et 1905 pour y être mariées à d'anciens bagnards dans une tentative de colonisation échouée. Privées d'identité, elles ont disparu des archives. Pour leur rendre visibilité et dignité, l'artiste transpose les visages de prisonnières françaises anonymes de la même période sur des médaillons en porcelaine rappelant les camées du XIXe siècle. Ce matériau, à la fois précieux et fragile, incarne la tension entre reconnaissance et oubli, force et vulnérabilité. Les sculptures d'Abigail Deville, inspirées de l'afrofuturisme, sont faites d'objets trouvés dans la rue. Pour elle, ces fragments du quotidien racontent l'exil, l'absence et le vide liés aux migrations forcées et à l'histoire afro-américaine. Son travail propose une lecture critique et profonde de la société américaine et de ses identités raciales. Née aux États-Unis dans une famille d'origine cubaine, Amy Bravo, à travers ses réalisations, s'interroge sur ses identités. Chaque œuvre de la série Automaton est un assemblage de souvenirs qui tente de manière surréaliste et parfois rocambolesque de représenter les membres de sa famille. L'Automaton 5.0, Vaquero, représente son grand-père, un ancien cow-boy. Ce meuble ancien, orné d'éperons à sa base, contient son portrait dans une boîte en plexiglas. Catherine Bock transforme des voiles de bateau en territoires imaginaires, fragiles et marqués par les cicatrices du monde. Fils et coutures prolifèrent sur le tissu, évoquant déracinement, frontières et espoir de renouveau. Son œuvre interroge les migrations et l'hospitalité, en particulier en Méditerranée. Installé à Marseille, ville frontière au cœur des drames et des résistances migratoires, l'artiste donne une voix à celles et ceux qui, malgré les obstacles, tentent de trouver refuge en Europe. Parmi eux, 51% sont des femmes. Ifeoma Ohanaeji transforme des déchets plastiques en sculptures vibrantes en mêlant techniques traditionnelles nigérianes et préoccupations écologiques. À travers le plasto-art, elle transforme des sacs plastiques voués à l'abandon en tressages inspirés des coiffures africaines combinées à des savoir-faire artisanaux. Cette sculpture rend hommage aux mascarades traditionnelles du peuple Igbo au Nigeria, rituels ancestraux où les masques incarnent des esprits. En remplaçant les matériaux traditionnels par du plastique recyclé, elle questionne les notions de beauté, d'authenticité et de durabilité. L'engagement est au cœur de cette thématique. Les artistes présentés expriment publiquement des revendications fortes et des contestations puissantes. Par le langage et l'utilisation de slogans percutants, leurs œuvres deviennent porte-voix, souvent inspirées de l'univers des manifestations, dans le but d'éveiller les consciences. Le travail d'Andrea Bowers, à la croisée de l'art et du militantisme,
questionne la manière dont les images et les symboles peuvent devenir des vecteurs de transformation sociale et de revendication. Avec Political Ribbons, elle explore le pouvoir esthétique et militant du langage à travers une installation participative. L'œuvre se compose de centaines de rubans imprimés de slogans engagés tels que Sexism sucks ou My body is not your business ou encore Le féminisme est antiraciste. En invitant le public à s'approprier ces messages, elle transforme l'espace d'exposition en un lieu d'action et de diffusion des luttes féministes et sociales. Elle réinvente une figure héroïque pour l'ancrer dans les luttes féministes et transactuelles. Inspirée d'une affiche française de 1917 glorifiant le patriotisme, elle détourne cette imagerie guerrière en une allégorie inclusive de la résistance. Réalisée sur carton brut, l'œuvre remplace la Marianne blanche par une personne trans, au genre et à l'origine indéfinie. Exposée dans le contexte du hashtag MeToo et de la révolte post-Trump, elle devient un manifeste de solidarité et d'engagement transféministe. Katarina Cibulka est une artiste féministe qui questionne les inégalités de genre à travers des installations dans l'espace public. Avec son projet Zolang, tant que en allemand, elle recouvre les échafaudages de chantier de slogans féministes brodés en tulle rose, créant un contraste fort entre douceur textile et environnement considéré comme masculin. Ces messages, conçus avec les habitantes et les habitants, rappellent que l'égalité reste à construire. Déployée dans plus de 20 villes, Zolang fait du chantier le symbole d'un progrès en cours. Le travail de Catherine Strobel explore la relation entre espace urbain et politique. Son installation, Ni le mal ni le bien, fait écho à la chanson d'Edith Piaf, qui évoque une vie marquée par des hauts et des bas. Moins connue est la dimension historique et politique de la chanson, dédiée en 1960 à la Légion étrangère stationnée en Algérie pendant la guerre d'indépendance. À travers des panneaux, réalisés avec des matériaux simples collectés dans les rues de Paris, l'artiste montre la complexité de l'engagement citoyen et de la résistance politique. Dans sa série Principium, Alisha Quadé empile des téléphones portables chargés d'informations personnelles en formant une double hélice. La forme torsadée de ces sculptures rappelle la structure en double hélice de l'ADN dans laquelle sont disposées les informations génétiques de l'être humain. La forme a été créée en empilant des moules de smartphones de manière rotative superposés les uns sur les autres. L'artiste démontre ainsi que nos identités sont désormais numériques. Anita Dubé utilise des matériaux variés et des objets trouvés pour questionner la culture indienne, le capitalisme et l'excès de la société moderne. Son travail valorise aussi des savoir-faire artisanaux tout en bousculant les normes sociales et esthétiques. Elle explore le langage comme une base essentielle pour penser en transformant les mots en formes, souvent fragiles ou inachevées, qu'elle met en tension avec le silence. Ses œuvres évoquent la difficulté d'exprimer des idées subversives dans des contextes répressifs. Dans l'ancienne salle de bain de la villa, les œuvres de Johanna Vasconcelos revisitent l'espace domestique avec humour et provocation. Révélée à la Biennale de Venise en 2005, elle mêle objets du quotidien, artisanat portugais et culture populaire. Flood explore le paradoxe de notre époque. Nous vivons dans une société d'abondance, mais les ressources essentielles à notre survie, comme l'eau, se raréfient. Depuis une dizaine d'années, l'artiste développe des œuvres inspirées par la réflexion sur l'eau et l'épuisement des ressources naturelles de la planète. Parmi celles-ci, une baignoire ancienne entièrement recouverte de grilles d'évacuation, incapable de remplir sa fonction, symbolise l'impossibilité de contenir l'eau. Cette œuvre met en lumière le contraste entre la rareté de l'eau et son statut de luxe qu'il nous faudrait chérir. Elle souligne aussi le paradoxe de son gaspillage, alors même que cette ressource essentielle devrait être accessible au plus grand nombre. L'appropriation de Johanna Vasconcelos consiste à emprisonner des animaux en céramique dans une délicate maille en crochet, produisant un discours entre culture populaire et tradition. Les fines dentelles sont crochetées par les femmes des îles des Açores. Elles évoquent une tradition ambivalente. Au Portugal, après la dictature de 1974, les femmes ont abandonné le crochet, symbole d'un passé oppressant qu'on garde autant qu'on rejette, explique Johanna Vasconcelos. L'artiste fusionne artisanat traditionnel et esthétique contemporaine en recouvrant un lavabo et un urinoir industriel d'un tricot ou d'un textile réalisé au crochet. Elle leur donne des titres liés à la culture populaire, ce qui leur confère une signification plus profonde. Né dans les années 1970, l'écoféminisme réunit les luttes pour les droits des femmes et la protection de l'environnement. Il dénonce l'exploitation conjointe des femmes et de la nature par un système capitaliste. Avec les matériaux, les techniques, les thèmes ou leurs démarches, les artistes écoféministes affirment un engagement où féminisme et écologie sont indissociables.
Josepha Enjam s'inspire des siphonophores, des animaux marins composés de plusieurs espèces vivant en coopération, scientifiquement définis comme organismes coloniaux. Les cordages nautiques dans l'œuvre évoquent l'héritage traumatique du passage du milieu, qui désigne la traversée de l'Atlantique imposée par les Européens de millions d'esclaves africains jusqu'en Amérique. Ursula Pala est une artiste dont l'œuvre se concentre sur l'influence de l'homme sur le paysage et sa structure. Ses sculptures élancées représentent des épilobes, des plantes sauvages qui repoussent après les incendies ou les destructions. Symbole de résilience, elles transforment les ruines en vie. Réalisées en bronze, elles intègrent l'acier d'armes fondues, évoquant la paix et le renouveau. Les fleurs sont des symboles importants en tant que geste pour déposer les armes, comme en témoigne la révolution des œillets au Portugal en 1974 ou l'ère du Flower Power Movement en 1967. Irene Koppelman est une artiste qui explore les mécanismes du monde vivant à travers une approche scientifique et artistique. Elle s'intéresse ici à deux invertébrés marins connus pour leur capacité de régénération. En collaboration avec des laboratoires, elle étudie leurs mouvements qu'elle restitue à travers croquis, aquarelles et blocs de verre, superposant leurs formes changeantes. Ses œuvres s'inscrivent dans sa recherche sur la diversité des formes du vivant. Cette sculpture témoigne du lien qu'Irene Koppelman tisse entre art, science et artisanat. Inspirée par ses recherches dans le parc national des volcans à Hawaï, elle reproduit la texture des roches formées par la lave. C'est une réplique de roche volcanique, mais elle ne cherche pas à imiter, plutôt à comprendre. En la recréant, l'artiste interroge l'origine des formes naturelles. Le travail de Susan Husky interroge les frontières entre art et artisanat et met en lumière des objets du quotidien, souvent associés à des fonctions utilitaires, mais dotés d'un propos politique et engagé. Euro Warhog s'inspire des tapis de guerre afghans représentant des scènes de combat. L'artiste transpose ce motif dans le contexte des ZAD, comme celle du testé en France, où l'occupation a eu lieu pour protester contre la construction du barrage de Stevens, projet qui a entraîné la mort d'un manifestant. À travers des scènes de type bande dessinée, le tapis met en scène les affrontements entre activistes et forces de l'ordre, symbolisant deux visions opposées du monde. Les œuvres de Laure Prouvost abordent des thèmes puissants comme la mondialisation, le féminisme et l'écologie. Ici, un oiseau en verre de Murano, fragile et précieux, plane au-dessus d'un entrelacs d'objets et matériaux hétérogènes. Plâtre, plastique, branches et miroirs. Il évoque la liberté du vol, mais aussi la vulnérabilité de l'environnement. Par ce contraste entre matériaux nobles et pauvres, artisanaux et industriels, l'artiste questionne notre rapport à la nature et au monde que nous façonnons. Eva Jospin crée des paysages oniriques où nature et architecture se mêlent. Grâce à un travail de découpe et de superposition de carton, elle transforme ce matériau en forêt, grotte et nymphée. Ses œuvres silencieuses et poétiques interrogent la pérennité de l'art et notre rapport au temps, tout en offrant une réflexion écologique sur la beauté du recyclage. Après des millénaires de domination masculine, les femmes expriment une colère profonde. Face aux violences physiques et psychologiques, les artistes réunis ici s'emparent de cette cruauté et s'expriment avec force, émotion ou colère, refusant de se laisser faire et renvoyant la violence subie. La sculpture J'ai le mal de l'air de Mystique est un pochoir réalisé sur un bout d'aile d'avion. Elle met en scène une femme droite et fière, une figure forte et déterminée qui incarne la résistance et l'affirmation de soi. À travers cette œuvre, elle semble exprimer un malaise face à une époque en perpétuelle évolution, un mal de l'air qui questionne les enjeux contemporains. Frances Goodman est une artiste sud-africaine dont le travail explore les stéréotypes de genre, la féminité et la sexualité à travers la sculpture, l'installation et la performance. Sa série Revenge inverse les rôles traditionnels. Les capots de voiture deviennent des extensions de l'ego masculin, tandis que les titres provocateurs incarnent une revanche féminine entre contestation et réappropriation des codes. Valérie Oka place la femme, et en particulier la femme noire, au centre de son œuvre. À travers des installations percutantes, elle dénonce les violences sexistes, les clichés raciaux et l'héritage colonial. L'œuvre « Tu crois vraiment que parce que je suis noire je baise mieux » utilise le néon pour exposer frontalement l'hypersexualisation des femmes noires réduites à des fantasmes exotiques. Une œuvre choc qui interroge les regards et déconstruit les stéréotypes. L'œuvre Ressos Explosivos Uno des Pilar Albarracín associe des éléments religieux comme des bougies et des objets contemporains tels que des horloges numériques. La bombe, réalisée à partir de cire, qui rappelle les perles d'un chapelet, symbolise la violence latente et la charge émotionnelle des rites religieux, tout en questionnant leur pertinence dans une société en évolution. En détournant ces objets sacrés, Albarracín dénonce les dogmes religieux
critique la domination patriarcale et cherche à faire exploser les stéréotypes imposés par les traditions. Depuis des siècles, les femmes subissent des dominations, souvent masculines, dans la sphère privée comme publique. Les artistes engagés dénoncent ces injustices et donnent voix à celles que l'on entend trop peu. Les œuvres de cette thématique dénoncent l'oppression ou le pouvoir, parfois autoritaire, contrôle, interdit et inflige des violences physiques et psychologiques. Elles révèlent les mécanismes de domination et leurs impacts sur les individus. Jeanne Suspugla explore les formes d'enfermement physique, mental, social et les relations entre l'individu et un monde souvent dysfonctionnel. Dans un film de 12 minutes, elle met en scène des marionnettes représentant des femmes participant à un groupe de parole autour de violences conjugales et intrafamiliales. La marionnette, symbole de manipulation, évoque le pouvoir de l'agresseur et la perte d'identité de la victime. Réalisée à partir de photos et témoignages réels, elle préserve aussi l'anonymat. L'artiste dénonce une justice défaillante qui ajoute à la souffrance des victimes. Par ce dispositif troublant, elle interroge la frontière entre contrôle et soumission, humain et objet. Daria Krotova explore dans son travail une tension entre l'intime et le politique, entre l'urgence et la contemplation. Entre 2008 et 2014, elle a créé des œuvres marquées par une ironie amère, témoignant des bouleversements qui secouaient son environnement. Dans School Chair, une chaise d'écolier devient symbole d'un système éducatif utilisé pour contrôler les esprits. L'artiste montre comment la propagande peut rendre une idéologie séduisante, presque enfantine. The Kill Sweater dénonce les actes de violence qui ont lieu en Russie sur certaines professions et opposants, tels que les journalistes et les politiciens. Ce pull gris, marqué d'impacts de balles en laine rouge, symbolise les attentes au corps et aux libertés. Martin Sims développe une approche interdisciplinaire où se croisent cinéma, performance, installation et édition. Son œuvre s'inscrit dans un vaste poème visuel composé de courts films produits sur 4 ans. Cette série explore les représentations de la figure noire et l'inégalité raciale. La vidéo présentée montre l'artiste immobile trempé de lait. Cette scène rappelle le lendemain de la manifestation de 2014 dans le Missouri contre le meurtre par un policier blanc d'un adolescent noir non armé, Michael Brown. Les manifestants versaient du lait sur leurs yeux pour atténuer les effets des gaz lacrymogènes. Les sculptures de Philemona Williamson s'inspirent des topsy-turvy, des poupées en tissu réversible représentant d'un côté une fille noire et de l'autre une fille blanche, souvent liées à l'histoire de l'esclavage. En reprenant cette forme, l'artiste en propose une version abstraite où les identités de genre et de couleur sont floues. Ses œuvres interrogent les représentations et les symboles culturels. La pratique d'Agnès Geoffrey s'articule autour de la notion d'emprise, des corps contraints ou sous influence. Ici, de simples gants sur lesquels elle inscrit des injonctions rappellent que jusque dans les années 1950, les femmes devaient porter des gants sous peine d'être vues comme indécentes. L'artiste montre le poids social de ces accessoires qui exercent une oppression sourde sur notre corps et sur notre mental. Grâce aux inscriptions, les gants peuvent se transformer en objets de rébellion qui ne demandent qu'à être activés. Niki de Saint-Phal a joué un rôle majeur dans le mouvement artistique du nouveau réalisme. Connue pour ses sculptures monumentales et ses œuvres colorées et engagées, elle s'est aussi illustrée comme militante engagée, défendant les droits des femmes et dénonçant les injustices raciales. Cette œuvre, qui dénonce la ségrégation, représente un couple mixte dans une baignoire colorée en patchwork, suggérant une carte des États-Unis. Avec son œuvre, Monica Bonvicini déconstruit les dynamiques de genre en réinterprétant les codes du travail textile traditionnellement associés aux femmes. Cette sculpture est composée d'une surface de ceinture de cuir noir méticuleusement entrelacée. Suspendue au mur, l'œuvre se présente comme un blason médiéval, symbole de pouvoir politique et masculin. Ce contraste entre les matériaux bruts et le savoir-faire artisanal interroge les assignations de genre liées aux techniques artistiques et souligne la tension entre force, fragilité et identité. Lipi Tayeba Begum travaille depuis plusieurs années avec des lames de rasoir qui prennent une place dans sa vie alors qu'elle n'a que 5 ans. Elle regarde en cachette l'accouchement de sa belle-sœur et voit la sage-femme utiliser cet outil pour couper le cordon ombilical. Depuis, cet objet est devenu un médium incontournable de son travail. Il recouvre ici une chaise roulante évoquant la paralysie de sa mère. Catherine Strobel interroge les conditions sociales et géopolitiques qui façonnent notre quotidien. Cette installation évoque les tours Labourdette, logements collectifs construits dans le centre de Marseille. Cette machine à habiter symbolise l'échec de l'idéal de départ d'offrir un logement décent, abordable. Déshumanisée, elle cache un vide, un isolement et une grande pauvreté. Le seul être humain qui apparaît est représenté au dos du paravent, en photographie sur un vêtement suspendu. Il observe d'un œil sceptique l'extérieur à travers le rideau. La sculpture de Kapwani Kiwanga se fonde sur des recherches autour des lois de la lanterne aux États-Unis au XVIIIe siècle. Ces lois
obligeait la communauté noire, réduite à l'esclavage, à porter une bougie ou une lanterne allumée dès lors qu'il ou elle se déplaçait seul la nuit, afin qu'il ou elle soit visible. Ce volume vertical, lisse, qu'une lampe dénature, fait référence à la surveillance sociale et au contrôle racialisé. Par leur art, ces artistes s'engagent au-delà de l'atelier pour agir sur la société. Elles portent des projets forts avec pour objectif d'éveiller, transmettre et inspirer. Prune Nourri aborde à travers son œuvre des questions éthiques profondes, explorant les thématiques du corps. Le projet Vénus est né d'une rencontre avec Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, un centre d'aide et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences. À travers des ateliers, l'artiste a rencontré 8 femmes qui ont accepté de poser nues malgré les tabous culturels ou les traumatismes. Chaque femme pouvait partager, si elle le souhaitait, son parcours de vie avec l'artiste. Réalisé en taille humaine ou en petit format, le portrait a ensuite été moulé, puis réalisé en bronze, recouvert d'une peau de terre. À travers performances, photographies et sculptures, Majida Khattari questionne les pressions sociales, religieuses et politiques. L'installation, Hymne à la vie, composée d'un tapis de charbon et de totems en céramique, évoque la croissance et la renaissance. Le tapis de charbon fait écho à l'immolation de Mohamed Bouazizi, acte de résistance contre les régimes dictatoriaux. Les vers du poème résonnent dans le contexte de la révolution tunisienne. À travers cette œuvre, Khattari montre que même dans la souffrance, l'espoir peut émerger, comme ces pousses de jasmin élevant leur voix contre l'oppression. Anila Rubicu défie l'idée que l'art conceptuel ne cherche pas la beauté. L'artiste a voulu sensibiliser au sort des détenues albanaises condamnées pour des meurtres commis après des années de violence conjugale ou familiale, incluant parfois le viol de leur fille. À travers des ateliers menés à la prison de Tirana avec un psychologue, ces femmes ont pu exprimer leur histoire à travers l'art. Le résultat des ateliers a été le sujet d'un débat public, à l'issue duquel 12 prisonnières ont été graciées par le gouvernement albanais. Anila Rubicu a alors créé Free Again, portrait de ces femmes enfin libres. Dans une société patriarcale, les femmes qui ont décidé de ne pas rentrer dans les cases ont souvent été qualifiées d'hystériques et ont été enfermées. En réalité, ce sont des rebelles engagés qui revendiquent respect, écoute et liberté. Le Poids des Portes de Laure Tixier représente les établissements du Bon Pasteur. Au 19e et 20e siècle, des jeunes filles y étaient placées dès l'âge de 4 ans et jusqu'à leur majorité pour avoir été abandonnées, violées, jugées illégitimes ou rebelles. Sous prétexte de veiller à leur intégrité morale, corporelle et sexuelle, les sœurs du Bon Pasteur, financées par l'État, les isolaient et les empêchaient de parler en les faisant broder des ouvrages vendus aux dames de la bourgeoisie sans rémunération. L'univers de Makis Xenakis est marqué par la métamorphose et la mémoire, souvent habité par la question du féminin et de l'isolement. Elle approfondit ces thèmes par son travail sur les femmes hospitalisées pour troubles mentaux à la Salpêtrière. Plongée dans les archives de la chapelle, l'artiste découvre que jusqu'à 8000 femmes étaient confinées ensemble, sans permission de sortie, du XVIIe jusqu'à l'arrivée de Charcot au XIXe siècle. Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière constituent un groupe de plus de 260 sculptures représentant toutes celles dont la société ne voulait plus. Cette sculpture est composée de centaines de faux ongles en acrylique assemblés en un gigantesque ruban sur lequel se lit l'injonction « Show me your teeth ». Cette phrase, traduite par « montre-moi tes dents » ou « sors tes griffes », évoque à la fois l'idée d'un sourire forcé et un appel à se battre ou se défendre. Les faux ongles, symboles de l'industrie de la beauté et des stéréotypes de la féminité, deviennent ici des objets ambivalents, à la fois armure et étendard. Elsa Sahal est une sculptrice connue pour ses œuvres en céramique qui évoquent des formes organiques qui bouleversent la représentation du genre et de la sexualité par l'énigme de la morphologie. Émergeant d'un amas qui évoque le corail, cette figure phallique se dresse, couronnée d'un chapeau de cow-boy. L'artiste chahute avec humour les notions de masculin et de féminin, de désir et d'identité. Face au conflit et au bouleversement du monde, l'artiste Cyrus Vell imagine une terre fragile au bord de la rupture. Par une succession de carrés, elle évoque un paysage en transformation, en quête d'équilibre. Des yeux veillent et témoignent, tandis qu'une main tendue symbolise un dernier élan d'espoir pour freiner cette chute. Malgré la dévastation, Apocalypse Non conserve une lueur d'espoir, une invitation à repenser un monde plus juste et équitable où la dignité humaine serait restaurée. Un retour à la lumière et à la justice reste possible. Rim Karoui est une artiste pluridisciplinaire qui pratique la sculpture et la peinture. Sa palette de couleurs, vive et dynamique, célèbre l'esprit de l'Afrique, un hommage à la richesse de ses cultures. La révolution tunisienne de 2010
a marqué un tournant majeur en Tunisie sur les plans politiques et artistiques. Créée l'année suivante, l'œuvre arbore et célèbre les messages viraux échangés par SMS et sur les réseaux sociaux qui ont permis la fédération de la jeunesse autour de ce mouvement de liberté sans précédent. Beya Jilgasha s'inspire des pratiques ancestrales des Bamileke, un groupe ethnique du Cameroun, pour revêtir ses sculptures de milliers de perles. Sentinelle s'inscrit dans la série When God is a Woman, inspirée par des femmes proches de l'artiste. Ici, c'est l'artiste et activiste afro-brésilienne Fabiana Exouza qui est représentée sous forme de divinité spirituelle, gardienne des forces ancestrales et du cycle immuable de la nature. L'œuvre, comme la série, est un manifeste écoféministe célébrant la sororité et les liens ancestraux à la nature. Inspirée par les contes, la mythologie et la culture populaire, Katia Bourdarel crée une œuvre plurielle mêlant peinture, dessin, installation et vidéo. Avec Mzara, elle s'attache à la figure oubliée de la femme de Noé, absente des récits bibliques et de la mémoire collective. Au centre du projet, une cabane brûlée sur roue, noire et nomade, portant une parole effacée. En son cœur, gronde un orage, éclair et tonnerre, en écho à une colère divine qu'Mzara aurait peut-être su apaiser, ou colère d'Mzara elle-même. Odile de Fraissinet utilise le fil comme matière première pour créer des œuvres alliant tissage, sculpture et bijoux. Née au Chili, elle quitte son pays natal à 7 ans et grandit en perpétuel déplacement. Inspirée par la tragique histoire de Masha Amini, morte en Iran sous les coups de la police des mœurs pour ne pas avoir porté son voile correctement, l'œuvre résistante s'inscrit dans une démarche de solidarité et de résistance féministe. Le décès de Masha Amini a déclenché une vague de protestations dans tout l'Iran, se transformant en une révolution féministe soutenue par les hommes et incarnée par le mouvement Femmes, Vie, Liberté, marquant ainsi un tournant mondial pour le droit des femmes. Zanele Muoli est originaire d'Afrique du Sud et artiste de renommée internationale qui se définit comme activiste visuelle. Elle utilise son art comme un outil de lutte contre les injustices et les discriminations subies par la communauté noire LGBTQIA+, en Afrique du Sud. Cette sculpture de bronze se repose sur ses orteils comme en lévitation. Les liens qui lui serrent la poitrine évoquent tout autant la servitude que la libération des corps et des esprits. L'artiste pose la question de la représentation des corps racisés, notamment dans l'espace public. Anita Molinero, influencée par le mouvement punk, travaille à partir de matériaux de récupération qu'elle brûle, tord, découpe et malmène. Miss Pink, Miss Blue et Miss Orange, clin d'œil féminisé au film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, sont des bancs conçus à partir de moulages en béton issus d'une installation monumentale de l'artiste évoquant une scène apocalyptique. Molinero interroge notre rapport à la consommation, aux déchets et à l'impact humain sur la planète, un geste artistique radical et profondément engagé. Mireille Fulpius et Sylvie Bourcy travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, créant des installations à grande échelle qui mêlent sculpture et nature. Cette œuvre met en scène une barque échouée sur la Sorgue. Elle évoque la fragilité des migrants et migrantes, prenant la mer au péril de leur vie, tout en dénonçant un système économique inégalitaire. Cette embarcation ballottée incarne les espoirs brisés des personnes qui cherchent un monde meilleur. Les sculptures d'Anna Foshower sont façonnées et pliées à la main et modelées avec un pistolet arrivé. Dans un milieu artistique où le travail monumental est encore souvent associé à la force et au pouvoir masculin, Foshower inverse cette lecture en revendiquant une pratique sculpturale physique qui ne doit rien aux machines ni aux hommes. La trace de cet effort disparaît sous l'application minutieuse de la couleur qui magnifie la sculpture, ici le violet, symbole des mouvements féministes. Inspirée du livre Le Dernier Homme de Margaret Atwood, Gloria Friedman présente une vision dystopique de l'humanité. Le roman explore les dérives biotechnologiques. Le héros erre dans un paysage désolé, peuplé d'êtres génétiquement modifiés, symbole d'une nature réinventée et incontrôlable et d'une humanité qui a peut-être voulu aller trop loin. Eva Ramphel crée des installations qui interrogent notre relation à l'environnement et à la nature. À travers des matériaux variés, elle réalise des sculptures suspendues ou posées qui explorent l'espace, le temps et la biodiversité. En cuivre, symbole de l'eau et de la féminité, Mère est une figure maternelle qui évolue avec son enfant. La graine est le prémisse de toute forme de vie. Yosra Mojtahedi explore les frontières entre l'art, la science et la technologie. Volcanaïta émerge tel un rituel contemplatif, une machine organique ou corps-fontaine incarnant la fusion délicate entre l'archéologie féministe et une réinterprétation des civilisations anciennes et perdues.
Inspiré par les feux intérieurs des volcans et le récit mythique d'Anaïta, déesse perse des eaux immaculées, Volcanaïta flotte et s'anime dans un bassin noir où le liquide devient une substance nourricière. Tel un phénix des machines recyclées, Volcanaïta explore le paysage post-apocalyptique, symbolisant la mort et la renaissance, la destruction et la régénération.